issus de toutes les disciplines et sensibilités réfléchiront ensemble, dans un esprit constructif et patriotique, à l'élaboration de réformes ambitieuses et durables, sans oublier le travail remarquable fait lors des concertations régionales et au niveau du district de Bamako. Par ailleurs, des sportifs de la diaspora et des personnes en lien avec le monde du sport au Mali et à l'extérieur ont apporté leur contribution à cette œuvre que nous voulons consensuelle. Ces états généraux se veulent inclusifs, participatifs et orientés vers l'action, afin de donner un nouveau souffle à notre écosystème sportif et garantir à nos jeunes principaux bénéficiaires des opportunités d'épanouissement, d'excellence et de réussite. Pour le chef du gouvernement, ces rendez-vous marquent un tournant décisif dans la volonté commune de repenser, renforcer et projeter l'avenir du sport dans notre pays. C'est pourquoi il salue l'engagement personnel du chef de l'État pour le développement du sport à travers la construction et la rénovation d'infrastructures sportives à Bamako et à l'intérieur du pays. Permettez-moi de renouveler encore une fois toute notre gratitude au chef de l'État pour ses efforts inlassables en faveur du sport. Les résultats éclatants de nos équipes nationales, tant sur le plan collectif qu'individuel ces dernières années, motivent son Excellence le Président de la Transition à soutenir davantage le sport. Parmi ces résultats, nous pouvons retenir entre autres les titres de double champion d'Afrique de basketball, moins de 18 ans filles et garçons gagnés à Pretoria en 2024, champion d'Afrique de basketball, moins de 16 ans filles à Tunis en 2023, vice-champion d'Afrique de football, moins de 17 ans garçons au Maroc en 2025, champion d'Afrique de Vovinam, Viet Vodao avec 16 médailles d'or en 2024 à Bamako, 3e place mondiale de football au championnat du monde en Indonésie en 2023, 3 médailles d'or en gymnastique aérobique en 2024 en Égypte. Mesdames et messieurs, en dépit des avancées timides dans certains domaines, comme la gouvernance, les textes, le financement et la promotion des infrastructures, les défis restent dans leur majorité sans réponses adéquates, malgré plusieurs assises et l'existence de documents d'orientation. Le sport pour tous n'est pas un luxe selon le général de division Abdoulaye Maïga, mais une nécessité. Il est un outil diplomatique et un moyen de rayonnement international. Nous devons permettre à notre pays de briller sur la scène mondiale, non seulement par ses performances, mais aussi par sa vision, son organisation et ses valeurs. C'est en cela que je vous demande d'intégrer la dynamique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui est en effet un creuset de champions. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali gagnent des trophées, tant au plan africain que mondial. Cultivons donc le rapprochement à travers un sport confédéral, c'est-à-dire le véritable sport des peuples. L'histoire retiendra sûrement ce moment comme le point de départ d'un nouvel élan sportif dans le cadre de la refondation de notre pays. Cela dépend en grande partie de notre capacité collective à travailler ensemble, à rêver grand et à agir avec courage et audace. Car comme le disait Nelson Mandela, je cite, « Dans le sport, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend », fin de citation. Pendant les 2 jours de travaux, les échanges porteront notamment sur la gouvernance du sport et son financement, la formation et l'accompagnement des cadres sportifs, le développement des infrastructures, l'intégration du sport dans les politiques éducatives, sanitaires et sociales, ainsi que la promotion du sport féminin, du sport pour personnes vivant avec un handicap et du sport de masse. Les recommandations fortes ici de ces assises devraient aider les acteurs à relever les défis auxquels le sport malien est confronté. Restons au CICB, les membres du Conseil national de transition ont adopté des projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant ratification d'une ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement du Mali et la BOAD, d'un projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création du projet de mise en œuvre, de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou, et enfin d'un projet de loi déterminant les conditions et modalités d'emploi des langues nationales. C'est dans le cadre de la session d'avril. Les détails avec Aluseni Touré. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement du Mali et la Banque ouest-africaine de développement concerne le financement partiel de la phase 2 du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séléngué. Le dit prêt, qui s'élève à 30 milliards de francs CFA, est en 2 tranches, une tranche concessionnelle de 5 milliards et une tranche souveraine de 25 milliards. La première tranche est remboursable sur 18 ans, alors que la seconde est payable en 12 ans.
Le second projet de loi s'intitule « Ratification de l'ordonnance portant création du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou ». Ces deux projets de loi défendus par le ministre de l'Agriculture ont été votés respectivement à 122 pour, 1 contre et 0 abstention et 125 voix, 0 contre, 0 abstention pour le second. Le premier, c'est la deuxième phase, la phase du programme de développement de l'irrigation dans les Bani, le bassin du Bani et puis à Selengue. Cette deuxième phase consiste à consolider et à procéder à l'extension de la première phase qui a beaucoup concerné les grands investissements dans le domaine des aménagements agricoles. Le deuxième projet, ce n'est pas un financement, mais c'est un projet dont on a déjà adopté le financement concernant les plaines de Tombouctou, les écoles de Tombouctou. Nous avons déjà adopté le financement. Cette fois-ci, il s'agit tout simplement de lui donner un meilleur ancrage en les transformant comme service rattaché à la Direction nationale de l'agriculture. Parce que ces plaines de Tombouctou ont joué un rôle important dans l'économie de la région, dans l'alimentation de la région, à tel point que même au moment de l'insécurité où les barres se sont retirés, les populations ont continué à produire. Les recommandations qui ont été formulées par toutes les commissions qui ont travaillé sur les deux textes, que ce soit les plaines rizicoles de Tombouctou et le projet PDBS, sont d'une grande pertinence. Et je pense que les rapports qui ont été présentés aussi sont de très bonne qualité. Et ça nous interpelle aussi par rapport à la mise en œuvre des activités des deux projets. Et je suis beaucoup réconforté aussi parce que ça prouve que nos honorables ont souci du développement et de l'épanouissement de notre secteur agricole. Ce fut ensuite le projet de loi organique déterminant les conditions et les modalités d'emploi des langues officielles du Mali. Ce projet de loi, défendu par le ministre, a été voté après amendement par 122 pour, 0 contre et une abstention. Le texte est un texte extrêmement important parce que les langues nationales impriment l'identité d'une nation ou d'un pays. Et c'est trouvé que la commission de loi qui a été saisie de ce texte, qui est très sensible, et tout le monde se rappelle des débats houleux autour de l'avant-projet de constitution, du projet de constitution. Et pour arriver à ce résultat aujourd'hui, ce n'était pas donné. Mais grâce à Dieu et grâce à toutes les personnes engagées pour les réformes de ce pays, nous sommes arrivés à cette conclusion d'avoir un texte beaucoup plus en harmonie et en accord avec les aspirations du peuple malien. Ce texte-là est très important. Vous savez, il parle de quoi? Il parle de la constitution du 22 juillet 2023, qui, en son article 31, érige nos langues nationales en langue officielle. C'est-à-dire que c'est un tournant majeur que cet article a introduit dans nos textes. Et la journée d'aujourd'hui, la matinée d'aujourd'hui, c'est extraordinaire aussi. Parce que nous avons trouvé un cadre organique, c'est une loi qui va maintenant encadrer tout ça. 3 autres projets de loi sont sur la table d'adoption des membres du CNT. Le dopage dans les sports militaires, le sujet est au centre d'une journée de sensibilisation à l'école de paix à l'Unblandembey. Eh bien, l'initiative est du Centre de médecine du sport en partenariat avec le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. Cette journée vise à sensibiliser les militaires sur les deux fléaux, à savoir le dopage et le VIH-Sida. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants qui avait à ses côtés son collègue de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Reportage signé Daouda Koné. Près de 200 militaires sportifs prennent part à la journée de sensibilisation, de prévention et de lutte contre le dopage dans le milieu sportif militaire au Mali. Il s'agit d'informer et de sensibiliser les hommes en uniforme sur les risques et les dangers des produits dopants et sur les mécanismes de dépistage du VIH-Sida. Le dopage et le VIH-Sida présentent aujourd'hui un risque important pour la santé et pour la pratique du sport. Cette journée n'est pas simplement une action médicale ou sportive. Elle s'inscrit dans une vision citoyenne et patriotique, celle d'une armée malienne forte,
professionnels, disciplinés et surtout en bonne santé, prêts à relever tous les défis. Le dépistage reste l'une des armes les plus efficaces pour freiner la propagation. Il permet de connaître son statut, d'avoir accès à un traitement en cas de besoin et surtout de vivre en pleine santé sans peur ni stigmatisation. Se faire dépister, c'est se protéger, protéger les autres et s'engager dans un avenir serein. La journée permettra aux militaires sportifs d'être outillés afin d'agir contre deux phénomènes graves qui menacent l'intégrité physique. En tant qu'institution républicaine, l'armée a pour devoir d'être un modèle. Elle ne peut pas tolérer la tricherie ni fermer les yeux sur des comportements à risque. Elle doit inspirer la confiance, la discipline et le patriotisme. L'engagement patriotique, ce n'est pas seulement défendre le territoire, c'est défendre la santé de nos soldats, l'éthique du sport et les repères que nous transmettons à nos enfants. C'est faire en sorte que chaque jeune Malien puisse dire « Je suis fort », non parce que j'ai triché ou pris à des risques inutiles, mais parce que j'ai choisi la voie de l'effort et de la dignité. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, c'est un devoir collectif d'alerter les jeunes, les sportifs et les forces de défense et de sécurité sur les dangers du dopage dans le sport et la propagation du VIH-Sida. 5e session du comité de pilotage stratégique de la refondation de l'État. L'initiative est du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. La session à laquelle ont pris part les secrétaires généraux des départements ministériels ainsi que les points focaux vise à renforcer la mobilisation de tous les acteurs dans la mise en œuvre du cadre stratégique puis harmoniser les différents points des actions sur la base des orientations de la refondation de l'État. On en sait plus avec Aradou Matina. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation sincère ANR dans la poursuite de ses missions rencontre les secrétaires généraux des départements ministériels, les points focaux et les directeurs de CPS pour échanger autour du livre des indicateurs issus du cadre stratégique de la refondation de l'État. Le comité de pilotage constitue le creuset d'échange entre des acteurs clés de la mise en œuvre des recommandations des assises de la refondation et celles des différents forats nationaux. Au nom des secrétaires généraux des départements ministériels, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de nos échanges autour de la nouvelle dynamique d'intégration des recommandations dans un cadre unifié de planification et de gestion. Il y a 2 ans s'est déroulée cette même session stratégique de la refondation de l'État. Comme les choses ont évolué, il y a eu des états généraux. Il était donc nécessaire de reprendre le même exercice, mais cette fois-ci sur une nouvelle base pour avoir un point de vue commun sur les nouveaux documents. La nouvelle base, c'est que quoi? C'est que les ANR ont engendré des états généraux. Et ensuite maintenant, il y a eu ce qu'on appelle le dialogue intermalien et les États généraux ont produit des recommandations, tout comme le dialogue intermalien. C'est de nouveaux outils que le CNCR effectivement a travaillé pour mettre en conformité avec les recommandations des assises nationales de la refondation. Ces nouveaux outils, avant d'entrer en discussion avec les responsables des politiques gouvernementales, nous avons le devoir effectivement d'en discuter avec en fait les secrétaires généraux, les points focaux et les directeurs des CPS. Cette 5e session du comité de pilotage a été marquée par une communication relative à la présentation du nouveau dispositif de suivi et évaluation du cadre. Le dit atelier devra aboutir à des recommandations pertinentes qui contribueront à la formulation des orientations sur les futures actions de gestion du cadre stratégique de la refondation de l'État élargi selon les responsables.
La lutte contre le paludisme fait son bonhomme de chemin au Mali. Chaque année, ce sont de nouveaux défis à relever pour le département chargé de la santé et ses partenaires de lutte que sont l'OMS, Gavi et l'UNICEF. Pour la commémoration de l'édition 2025, conformément au thème « Le paludisme s'arrête avec nous », réinvestir, réimaginer, raviver, le Mali franchit une autre étape décisive de sa démarche avec le lancement du vaccin anti-paludique. Awadama Koulibaly et Aruna Diarra pour plus de détails. Une seule piqûre de l'anophèle femelle suffit pour contracter la maladie. Chaque minute, c'est environ une personne qui succombe au paludisme. Plus de 90% de l'ensemble des cas sont enregistrés dans la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé. Le Mali n'y échappe pas. Cette maladie constitue un véritable problème de santé publique et une priorité au Mali. En 2024, selon DHS2, ce fléau a constitué la première cause de morbidité avec 39,4% et de mortalité avec 25%. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans représentaient les couches les plus affectées. D'ores et déjà, beaucoup d'efforts ont été déployés en stratégie, sensibilisation et différents moyens de lutte, notamment l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Ceux-ci ne suffisent plus. C'est pour ces raisons que le gouvernement du Mali et ses partenaires ont jugé utile de faire recours au vaccin antipaludique R21, qui est un outil innovant dans la lutte contre le paludisme. Nous sommes disposés à le mettre en œuvre dès demain lors de ce lancement couplé pour le grand bonheur de la population malienne en vue de booster nos efforts dans la réduction des fardeaux de cette maladie. La stratégie hybride que nous avons adoptée comme démarche concernant les enfants de 5 à 36 mois de 19 de nos districts sanitaires, avec une extension en 2026 à 33 autres districts sanitaires. Ce vaccin est le fruit de 38 années de recherche autour des parasites responsables du paludisme. Le Mali a acquis 927 800 doses pour à peu près 600 000 enfants. Processus d'élaboration d'une plateforme de coopération entre les services de météorologie des États membres de l'AES. Une rencontre des experts se tient dans ce sens ici à Bamako. Elle vise à fournir à l'espace régional des bases solides de planification. Les échanges seront notamment axés sur l'état de mise en œuvre des résolutions issues de la première rencontre à Niamey au Niger il y a 6 mois. Tchemoko Konati. Incertitude saisonnière marquée par le dérèglement climatique dans l'espace AES, déstabilisant les systèmes agricoles. Une triste réalité contre laquelle s'insurgent les pays membres de l'organisation régionale en renforçant les services météorologiques. Une synergie d'action fondée sur ce qu'il est convenu d'appeler une coopération technique, scientifique et institutionnelle. Une plateforme de coopération fondée sur le partage des données, des compétences et des outils. Un cadre institutionnel aésien fort, durable et résolument tourné vers les besoins concrets de nos populations. Abondant dans le même sens, les partis burkinabés et nigériennes rappellent la nécessité de cette coopération avant de saluer les efforts déployés pour y parvenir. Plus que jamais, la collaboration entre nos services météo est essentielle pour anticiper ces défis et y apporter des solutions durables et innovantes. Cet atelier constitue une plateforme cruciale pour renforcer notre synergie, harmoniser nos efforts et avancer vers une gestion coordonnée des impacts climatiques. Cet exercice est d'une importance capitale dans la mesure où ça nous permet d'anticiper, je veux parler de la prévision saisonnière et du forum qui va suivre, de savoir quand est-ce que les précipitations vont commencer globalement, quand est-ce qu'elles vont finir, la quantité de pluie attendue, mais aussi les pauses pluviométriques en début comme en fin de saison. Ce rendez-vous de Bamako est la suite logique d'une première rencontre tenue à Niamey au Niger il y a 6 mois. Il s'agira pour les participants de procéder à une évaluation des résolutions issues de la dite rencontre afin de créer une plateforme de planification stratégique. Et cela augure, n'est-ce pas, de votre engagement dans les questions de météorologie. La météorologie, vous le savez aujourd'hui, c'est quelque chose
très important. Les jalons de la coopération entre les pays membres de l'AES en matière météorologique sont à présent posés. Il s'agit pour les experts de l'organisation régionale de renforcer les acquis à travers cette rencontre qui constitue une étape stratégique du processus. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah. Même heure, même plateau et pour d'autres informations.